très belle vie. Super. Quand j'étais petit, à Pierre-Blanche, Dorothée et Issal. Bonjour, je m'appelle Issane, j'ai 12 ans, je suis en 5e et j'habite à Voiron. Bonjour, je m'appelle Adèle. Moi, je m'appelle Zoé, j'ai 11 ans et j'habite à Paladru. Je m'appelle Michel. Dorothée. Moi, je m'appelle Marcel. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 14 ans. Hélène, j'ai un peu plus de 14 ans, je vais en avoir 89. 90 même bientôt. Et voilà, et j'habite à Pierre-Blanche depuis 10 ans. Je suis une mamie de 90 ans. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci. Je m'appelle Antoine, j'ai 14 ans et je suis en 3e au collège à Garennes. Eh ben, c'est pareil, moi je suis en 3e année à Pierre-Blanche. Un master. On va faire une thèse. Et c'est quoi le sujet de la thèse? Je sais pas encore. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Juliette, j'ai 15 ans, je suis en seconde à Moiran. Et vous du coup? Alors moi, je suis née en 1943 Vous êtes né où à Grenoble, et quand? en 1937. Le 24 décembre 1937. Et du coup, vous appelez Noël et vous êtes né le 24 décembre. Oui, ma maman elle a voulu m'appeler Noël parce que je suis née le 24 décembre. Voilà. Ok, Marcel, vous avez quel âge? Eh bien, je suis née en 1934, donc j'ai 90 ans. Moi, je suis née au Maroc. Et je reconnais que malgré mes 90 ans, mon cœur est toujours là-bas. Comme mon père. Mon père aussi il est né au Maroc. Dans quelle ville? À Casablanca. Ah, mon père aussi habitait au Maroc avant Où ça? à Rabat. Avant, de, Ben moi, j'ai vécu à Rabat aussi. avant de venir faire ses études en France et de rencontrer ma mère en France. Moi, je suis née à Casablanca, après j'ai été à Rabat et après je suis venue en France. Où est-ce que vous êtes né? Je suis née à la Mure. Alors, je suis née dans un petit village dans le département de l'Aisne. Ce petit village s'appelait Évernicourt, une quinzaine de kilomètres de Reims. Quand j'étais petite, à Pierre-Blanche, Noël et Zoé, séance 1. Et est-ce que vous avez des bons souvenirs de votre enfance? Ah bah bien sûr, bien sûr. Ben, on était nombreux, ma maman a eu 9 enfants. J'étais la 4e et je me suis beaucoup occupée de mes frères. Alors je suis née de parents très âgés et j'étais la 6e, à la fin de la guerre en fin de compte. Et que quand j'allais quelque part avec mon papa, les commerçants disaient « Oh oui, quand on a une petite fille, hein, il faut les gâter ». Alors papa leur disait « Ah non, non, c'est pas ma petite fille, hein, c'est ma fille ». Et du coup, vous avez une grande maison hein, si vous étiez 9 enfants? Disons que mes parents, mon papa, il était mineur, mais pour nous faire vivre, il avait une ferme. Donc on avait la ferme, c'est-à-dire qu'on avait l'emplacement pour les animaux, les vaches, et puis on avait l'emplacement pour le grenier, pour mettre le foin, et nous, on avait une maison derrière. Elle faisait quoi comme métier, votre maman? Eh bien, elle élevait ses enfants. Hein. Elle a travaillé un peu au textile à Voiron, mais après, elle s'est mariée, donc elle a eu son premier enfant à 19 ans, donc bon, voilà. Et c'était quoi le métier de vos parents? Ma maman était à la maison, elle faisait les gants, elle les noircissait. Et mon papa, il travaillait en coopérative agricole. C'était quoi le quotidien d'une famille de mineurs? Eh bien, comme les autres, hein, on allait à l'école, on revenait, ainsi de suite. Hein, c'est une famille normale. Il y a juste que c'est le papa qui ne venait pas aux heures normales parce qu'il partait à 10 h du soir et rentrait à 4 h du matin. Du coup, vous ne le voyez pas souvent?
Ah si, je le voyais souvent, mon papa. Oh, si. Moi, je me rappelle du port. On habitait juste à côté du port de Casablanca, un grand port. Mon père travaillait là-bas. J'allais souvent lui apporter à manger à midi. Est-ce qu'il se plaignait de la Ah non, bien sûr que non. Mais il est arrivé un jour où il a pris un bloc de charbon sur lui. Alors il était marqué, mon papa. Il n'a plus pu travailler au fond de la mine. Alors il ne gagnait pas bien de l'argent. Parce que ceux qui avaient des problèmes, ça lui a fait fatiguer. Ils étaient à l'extérieur. Et ceux qui étaient à l'extérieur, ils ne gagnaient pas bien leur vie. Voilà, il y avait le travail au fond de la mine et puis à l'extérieur, voilà, à la mode d'Aveillon. On avait des voisins, c'était des Italiens, des Portugais, c'était tout mélangé. Et tu vois, moi j'avais ma mère qui était malade, qui était paralysée. Mais quand j'allais à l'école ou que j'allais travailler, tu étais sûr qu'il y avait toujours un voisin pour s'occuper, pour faire attention, tu vois. Alors qu'ici, on ne connaît pas beaucoup ça. Mes voisines les plus près, c'était des Marocaines. Et je peux te dire que je pouvais partir tranquille. Mon père, il partait à 5 h du matin, alors il rentrait le soir tard, il travaillait au port. Et du coup, est-ce que vous mangez à votre faim comme... Oh là oui, ben, bien sûr, mon papa, pour nous faire manger, il avait pris une ferme, en location la mine, donc on avait les vaches, on avait tout pour nous. Les poules, on avait tout, on manquait de rien. Et dans les jardins, on avait le jardin et on faisait nos légumes. Et puis le blé, alors le blé, on faisait la farine et on faisait notre pain. Ma maman, elle nous a toujours fait notre pain. On avait un four banal et on allait cuire notre four, c'est-à-dire un four qui est pour tout le monde. Et on avait chaque jour, nous c'était le lundi, voilà, pour cuire notre pain. Et après, ça faisait un beau pain. C'était bon. C'est pas le pain de maintenant, hein, ça n'a rien à voir. La bonne farine, bonne cuisson, c'est pas maintenant. Je vais te dire, pendant le ramadan, tu sais ce que c'est le ramadan? Le ramadan, c'est une période où c'est une période où les Marocains, les musulmans ne mangent pas la journée. Eh ben, nous, on ne faisait jamais à manger. Ah, pas de la journée, même pas le soir? Non, parce qu'on avait les voisins qui nous emmenaient. Ah. Qui nous emmenaient. Alors, c'était la harira, le couscous, le machin. Et puis à la mode d'Aveillon, on n'avait pas l'eau sur l'évier. On allait chercher l'eau au bassin. Je vais te dire une chose, on n'avait pas de machine à laver, on n'avait pas de lave-linge, on n'avait pas de fer à repasser électrique. Moi, j'ai vécu, quand je suis arrivée en France, il n'y avait ni eau ni électricité. Je lavais au Maroc, mais pas ici. Alors, tous les jours, je peux te dire que pour les vaches, il en fallait une grosse bassine pour leur donner à boire. Ça devait être lourd, quand même. Ah ben, c'était une vie normale, de la campagne, voilà. De la campagne. Mais on était très heureux, j'étais très heureuse comme ça. Mes parents m'ont gâtée énormément. J'ai commencé à faire du piano à 4 ans. J'en ai fait pendant des années, j'ai fait beaucoup de concours. Je suis allée ensuite, quand j'étais un petit peu plus âgée, mes parents m'ont donné des cours de danse, donc j'ai beaucoup dansé. Donc ça a été quand même une vie très, très agréable quand même, hein, je dois reconnaître. Hein. Donc j'avais 5 grandes sœurs et j'étais leur poupée. Est-ce que vos parents, ils étaient sévères avec vous? J'avais un père qui était très, très, très sévère. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, quand j'ai commencé à grandir, on était très, très surveillés par nos parents. Ah non, mes parents, je faisais pas ce que je voulais. Hein. Vous les je aidez? ne suis jamais sortie. Voilà. Mais on arrivait toujours à contourner les... Oh oui, avant, c'était pas comme maintenant. Maintenant, les parents, ils laissent aller. Tandis qu'avant, je sortais jamais. Jamais, je suis sortie. Et c'était quoi vos punitions quand vous étiez... Bah, rien. Vous n'avez pas de punition? Je sortais pas, puis voilà.
Donc vous sortiez pas souvent? Ben non, non, non. Mais tu sais, ça se faisait pas, donc ça nous manquait pas. En fait, alors chez nous, ben, les soirs, on faisait des jeux de société avec les parents, souvent. Alors, j'ai été en surprise partie, j'ai beaucoup dansé et j'ai une jeunesse vraiment très, très agréable. J'allais beaucoup danser, mais en cachette. Je recevais la trempe en rentrant, mais c'est pas grave. Il fallait rentrer à 10h, mais 10h, c'est là où on s'amusait le mieux. Alors, on laissait traîner. Et quand on arrivait à la maison avec ma sœur, ben, on avait une véranda et mon père était assis, il nous attendait. Il ne fallait pas sortir avec les garçons, il fallait faire très, très attention. Et moi, à l'époque, si j'ai des copines qui se sont trouvées à attendre un bébé, et elles ont été jetées de chez elles. C'était comme ça à l'époque, hein. Il fallait savoir ça, qu'il fallait faire très très attention à ce qu'on faisait. Vous étiez libre quand vous étiez jeune ou Non, on ne peut pas dire qu'on était libre, mais c'était comme ça, voilà. Enfin, j'avais des parents qui étaient très aimants et très tolérants, mais qui savaient nous expliquer pourquoi certaines choses nous étaient interdites. Parce qu'on voyait nos petits camarades... parfois qui avaient une vie plus facile, qui allaient jouer dans le village, dans les rues. Nous, on n'avait pas trop le droit. Mais par contre, nos parents, on était très très souvent avec nos parents. Voilà, ils s'occupaient vraiment de nous de façon très proche et aimante. Je n'ai pas un souvenir d'avoir jamais été brimée. On expliquait toujours pour quelles raisons il ne fallait pas faire ça. Vous avez eu des bons parents? Ah oui, oui, j'ai eu des parents extra, oui, oui, vraiment. Sinon, ben, j'avais une sœur aînée, mais on n'avait pas du tout les mêmes goûts. On n'a toujours pas les mêmes goûts, d'ailleurs. Et elle était toujours plongée dans les bouquins, et moi, je rêvais que de grimper aux arbres, des choses comme ça. J'étais un peu garçon manqué, disons. Voilà. Noël et Alexia, scène 2. Super. Comment vous étiez vu par les autres en tant que garçon manqué? Je faisais tout ce que les garçons faisaient. C'est-à-dire que je grimpais aux arbres, je faisais vraiment les choses de garçon. Et ça n'a rien à voir avec ma sœur, elle avait peur de tout. J'avais une sœur, elle avait peur de tout. Alors voilà, là, hein, j'avais peur de rien, moi. On me disait aller là au milieu de la nuit, ben j'y allais, ça ne me faisait pas peur. J'étais pas peureuse, moi, du tout, du tout, du tout. Oui, enfin, est-ce que vous étiez jugée pour ça? Est-ce que vous voyez mal ou c'était... Pas spécialement, non. On me prenait comme j'étais, hein. On ne peut pas changer comme ça. Hein. Non, non. Mes parents ne disputaient pas. Tant que je ne faisais pas des bêtises, hein, bien entendu. Vous vous en souvenez de bêtises que vous aurez faites? Oh, ben, comme tous les gosses. Il avait une petite voiture à pédales. On n'avait pas trop le droit de monter dedans, mais on y montait quand même à deux. Tu vois, des bêtises comme ça. On était allé manger dans la gamelle du chien. Je me souviens de ça aussi. Alors, tu vois, des sottises d'enfants de 4-5 ans, quoi. J'avais un vélo. Je prenais le vélo de mon papa, parce que ma maman ne pouvait pas m'acheter de vélo. Je pédalais et je mettais mon frère derrière, sur le porte-bagages. Et puis quand je tournais, ben, le petit frère, il tombait. Et ben voilà, c'était ça ma petite jeunesse, quand j'avais 7-8 ans, hein, j'étais petite. Et vous faisiez beaucoup de bêtises? Des bêtises? Oui. Bon, non, je ne me rappelle pas de ça. Mais quand je voulais sortir de chez moi, c'était facile, parce qu'on n'était pas en étage, n'est-ce pas? J'ouvrais la fenêtre et je sautais par la fenêtre. Vrai garçon manqué. Hein. Et vous vous êtes jamais fait mal en sautant par la fenêtre? Ah non, 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 je faisais très attention, il ne fallait pas que je me plaigne, oh là 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 là, non, 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 parce que ma maman, elle ne savait pas que... Et souvent, elle croyait que j'étais dans la chambre et je me faisais chercher, c'est-à-dire que dans le placard, il y avait une grosse corbeille à linge et moi, je me mettais dans la corbeille, elle ne me trouvait pas. Mais elle est encore sortie, et non, j'étais dans la corbeille. Ah, vrai...
c'est la vie de perchman? Bah, c'est un peu ennuyeux. Comment vous feriez si vous avez une question à poser en fait? On voit le bout de la berge. C'est bon. Je pèse lourd, hein. Et vous aimez bien aller à l'école? Vous avez des amis là-bas? J'aimais bien l'école. J'adorais l'école. Mais il fallait que j'ai des bonnes notes parce que sinon... J'ai par contre été très très malade quand j'avais 11 ans, 12 ans. Je suis restée un an couchée et à ce moment-là, j'ai poursuivi des études, mais par correspondance. Hein. Alors ça a été une période assez difficile dans ma vie, mais moi, comme j'ai un caractère gai et que je suis passionnée, dans la vie, ça s'est quand même super bien passé. Et comme dans le village où j'habitais, il n'y avait pas d'école, maman nous avait fait l'école jusqu'à 7-8 ans. Et comme j'ai poursuivi donc des cours par correspondance, papa me faisait faire mes cours de maths, maman me faisait faire mes cours de français, mes sœurs des cours d'histoire, de géographie. Et après, j'ai été mise en pension, comme tous les enfants de ce village, puisqu'il n'y avait pas d'école. J'ai été en pension à Reims. Je suis donc rentrée à 8 ans et j'en suis ressortie, j'y suis restée 8 ans, 9 ans en pension. Et à l'école, c'était quoi votre matière préférée? Qu'est-ce que tu me demandes là? Un petit peu les maths. J'aimais bien faire les additions, les trucs, ça, j'étais forte en maths. Voilà, en addition, hein, pas en trop grand maths. Hein. Bon, je suis arrivée après dans les études. Bon, je travaillais très bien à l'école, donc j'ai passé énormément de concours et ça a été une joie très intense. Voilà. Et vous aviez des amis à l'école? Oui, bien sûr, on avait des amis, mais c'était séparé. Les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. On n'était pas mélangés. Où j'avais pour le coup là beaucoup d'amis et où c'était, pour moi, je garde que de très bons souvenirs de mes années de pension. Et vous aviez quand même des amis garçons que vous voyiez en dehors de l'école? En sortant de l'école, tu sais, on avait, comme on dit, des petites explications entre copains, entre copines. Le pire, c'était les cailloux. Quoi? On se lançait des cailloux. C'était les pires armes qu'on avait. Ah oui, pourquoi vous lancez des cailloux en fait? Parce qu'on avait nos explications, il y avait les garçons d'un côté, il y avait les filles de l'autre, il y avait un garçon qui fréquentait une fille, mais l'autre il voulait pas, donc alors on se réunissait à la fin de l'école. On avait un grand champ qu'il fallait traverser pour aller à la maison, et c'était notre champ de bataille. Tu sais, tu l'as vu la guerre des boutons, Issane? Ouais. C'était un petit peu ça. C'est ça? Mais bon, on se déshabillait pas. Hein. Ah quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et vous pouvez pas juste parler pour ça? Vous pouviez pas juste parler pour régler? Pourquoi vous parlez, vous, pour vous expliquer? Ah nous, on s'explique en parlant. Non, on ne parlait pas, non. Vous, c'était directement les cailloux. Non. On préférait les petites bagarres comme ça. Personne ne vous voyait jamais faire les bagarres comme ça? C'est-à-dire qu'on ne nous voyait pas, mais il y avait toujours quelqu'un pour aller rapporter ça à nos parents. Alors, quand on rentrait à la maison... Est-ce que vous vous faisiez mal avec les cailloux quand vous les lancez dessus, quand vous voulez lancer dessus? En principe, non. Je me souviens d'une seule fois où ma sœur, elle a tapé la tête à un copain, parce que c'était des copains. Il a saigné. On est resté 2 jours enfermés à la maison parce qu'on n'osait plus sortir. Mais ils étaient gros, les cailloux? C'était des... Non, c'est pas des gros cailloux, des petits cailloux. Avec quoi aussi on peut se battre, dis-lui à Dorothée, aujourd'hui? Ah, avec des armes. On peut se battre avec des armes. Même les couteaux, on n'avait pas le droit. Ouais.
Heureusement. Hein. Parce que si tu avais un canif et que je ne veux pas dire les flics, les policiers t'arrêtaient, eh ben, ils le mesuraient avec les mains. Et si ça dépassait ça, eh ben, ils cassaient le bout du canif. Il ne fallait pas que ça dépasse cette dimension-là. Tu as un canif, toi? Non, non. Ah bon? Je voyais que tu cherchais dans ta poche. Et comment vous êtes partie du Maroc pour aller en France? Ben, parce qu'à cette époque-là, il fallait suivre le mari. C'est pas comme maintenant où les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. À cette époque-là, et bon, ben, on est arrivé au Maroc, ici en France, on nous avait promis monts et merveilles et on n'a rien eu. À part le travail, que mon mari a eu son travail que d'ailleurs il n'a pas apprécié, parce que comme c'était un bon ébéniste, c'était un artiste. Et quand il est venu en France et qu'il a travaillé dans une usine à faire des meubles à la chaîne, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais bon, et les enfants, j'en avais 3. On devait les mettre chez les nounous. Alors, ça, un petit machin pour mon fils aîné, c'est que il fallait leur faire passer une visite médicale pour les mettre chez la nounou. Et j'avais été à l'hôpital, puis tout d'un coup, j'ai vu que le médecin appelait plein de jeunes internes. Je me suis demandé ce que mon fils avait. Il m'a dit, non, madame, ne vous inquiétez pas, votre fils, il a simplement tous les organes à l'envers. Eh bien, il a le cœur à droite, il a tout, il n'a pas l'appendicite au bon côté. Enfin bon, il m'a dit de toute façon, c'est pas grave, la seule chose, c'est qu'il fera peut-être pas l'armée. On s'en fout de l'armée. 7 enfants vous avez eu? 7, oui. Alors je sais. 7. Ah. Mais ça fait beaucoup, 7 enfants. C'était pas trop compliqué. C'est vrai que pour les élever, c'était pas évident. Des enfants, j'en ai 4. 3 filles et un garçon. Ah, et ça fait beaucoup, non? Non, pas spécialement, non. C'est bien. Mais alors, je suis très heureuse d'avoir mes enfants et je suis très fière d'eux. Il paraît que votre fille vous a écrit un livre. Oui, pour la fête des mères, il y a quelques années de ça. Elle m'a fait le plaisir d'écrire un livre, tu vois, Marcel de Notaire. Et elle parle de moi, elle parle de tous ses frères, de tous ses sœurs et tout ça, en tant que personnage, mais elle les a transformés en policiers. Tu vois, moi, je suis une policière qui va au secours de sa fille, enfin bref, tu vois. Et ça m'a fait plaisir parce qu'elle m'a offert ça pour la fête des mères. Ah. Voilà. Vous devez être émue. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau que c'est à moi. Ah, mais c'est magnifique. 1937. Est-ce que vous êtes fière, est-ce que vous êtes contente d'avoir pu rencontrer Marcel Cerdan?
Ben, c'était tellement naturel que pour nous, c'était Marcel Cerdan, c'était où, hein, c'était pas une grande vedette. On savait que c'était un grand boxeur, mais pour nous, c'était Marcel Cerdan, c'est tout. Ouais. Je l'ai connu parce que c'était un copain à mon père. C'était même un copain de tous les hommes du quartier, quoi, puisqu'il avait eu sa jeunesse là-bas. On allait le voir. Quand il revenait de ses matchs, on allait le voir, parce qu'il avait une grande brasserie, un café magnifique. Vous aimez beaucoup Marcel Cerdan? Ben oui, on était fiers de lui, parce que nous, c'était des quartiers. Tu vois, c'était pas des villages et tout ça, c'était des quartiers, donc tout le monde le connaissait. Mais moi, quand j'allais le voir avec mon père, je me rappelle toujours, on allait d'abord au marché, faire le marché, après on allait le voir. Et je me souviens toujours qu'il me prenait, il me mettait sur le bar. Et il m'appelait la rubia. La rubia en espagnol, ça veut dire la blonde, parce que comme on habitait au bord de la mer avec le soleil et tout ça, les cheveux étaient plutôt décolorés, tu vois. Alors il m'appelait la rubia, parce qu'on parlait espagnol avec lui. Et vous le voyez souvent, Marcel Cerdan? Je l'ai connu jusqu'à son décès en 1949, dans un accident d'avion. Et puis, bon, ben, j'ai surtout le souvenir de son enterrement. Parce que celui qui s'est fait ici en France, c'était pas... Il fallait voir l'enterrement à Casablanca. C'était... Rien que d'entendre la chanson « Ce n'est qu'un au revoir ». Quand j'étais petit, à Pierre-Blanche, Hélène et Anthony, séance 1. C'était comment la vie là-bas? Eh bien, la vie là-bas, ça a été, enfin, quand j'étais petite, vraiment petite, ça a été la guerre pour moi, puisque je suis née en 1935, et la guerre a été déclarée en 1939. Et comme on habitait pas loin de Reims, comme je te l'ai dit, les Allemands arrivaient à ce moment-là, on était envahis, on a été obligés d'évacuer, de quitter la région. Et donc là, mes premiers souvenirs, c'est les défilés de réfugiés sur les routes, parce qu'il y en avait de partout. Et nous, on est allés dans le Midi, parce que j'avais un oncle qui habitait à côté de Fontaine-de-Vaucluse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Donc, il a fallu faire tout ce parcours avec les moyens du bord. On a mis je ne sais pas combien de temps. Mais je garde le souvenir qui m'a marqué le plus, puisqu'on se croisait, les réfugiés, sur la route. Je revois, ou alors est-ce que je l'ai vraiment vu, je me rappelle, ou je l'ai tellement entendu raconter, c'est possible, un vieux monsieur qui avait sa femme dans une brouette et sa femme avait été bombardée, donc il transportait, voilà. J'ai gardé ce souvenir de l'évacuation. Et maman était fragile, était beaucoup plus fragile, mais papa c'était un roc, et donc elle s'appuyait sur lui constamment. Et voilà, et moi c'est vrai que je les revois, et je me revois avec eux quand on est remonté et qu'on s'est trouvé devant les ruines de ce qui avait été notre maison d'habitation. En remontant, vous avez retrouvé des voisins ou des personnes que vous connaissiez Oui. avant les bombardements? On a retrouvé des voisins et malheureusement, il y en a beaucoup qu'on n'a pas retrouvés parce qu'ils avaient été ou tués sur les routes ou bombardés dans le village. Mais on en a retrouvé d'autres, oui. Avec plaisir, quoi. Tout le monde se tenait les coudes, là. Ouais. On a vécu pendant très longtemps dans la conciergerie de l'usine de papeterie qui était dans ce petit village et dont papa était le directeur à l'époque. Donc voilà, ça m'est vraiment revenu. Ça m'est vraiment revenu alors que j'y pensais plus du tout. Quand j'étais petite, à Pierre-Blanche, Michel et Antoine, scène 1. On m'a dit que à votre époque, on fêtait quelque chose le 11 novembre. C'est exact. Je me souviens, j'avais 10 ans à peine.
à Grenoble, le 11 novembre, on défilait à la porte de France, c'est à l'entrée de Grenoble, on défilait au milieu de drapeaux, de soldats, de militaires. Et à un moment, on s'arrêtait et devant un général, quelque chose comme ça, on déclamait « Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux vaillants, aux martyrs, aux forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. » On ne comprenait pas trop bien ce que l'on récitait, mais il fallait déclamer. Et je crois que vous, à votre époque, je ne sais pas si vous auriez compris et si vous auriez accepté de déclamer ça au 11 novembre au cours d'un défilé. Je me souviens qu'il faisait très froid à cette époque et pour nous remercier, l'institutrice, sur le chemin du retour, nous achetait une brioche, une grosse boule avec du sucre pour nous récompenser d'avoir accepté de venir défiler au Monument aux Morts. Voilà cet événement que je voulais rapporter tout simplement. Pourquoi vous vouliez nous raconter ça? Mais parce que je crois que personne n'y a pensé, et puis ça n'existe plus. Ça paraît même complètement... Il y en a qui diraient que c'est débile, à notre époque, de déclamer ça, un défilé devant le Monument aux Morts. C'est pour ça que je voulais le rappeler, parce qu'on n'y avait plus pensé, ça m'est arrivé comme ça. Et pourquoi c'est important pour vous de se rappeler des événements de la guerre? Eh bien, c'est important parce que beaucoup d'hommes sont morts à la guerre en 14-18 et il ne faut pas les oublier. Voilà. Et puis, maintenant, on fête ces événements en souvenir des soldats tombés au champ d'honneur, comme on dit. On le fait encore, mais c'est moins spontané maintenant qu'avant. Je sais qu'il y a mon professeur d'histoire, il veut nous inscrire à un concours pour honorer la libération de la France, mais c'est pour la Deuxième Guerre mondiale. Ben voilà, c'est bien, c'est très bien. Vous avez des souvenirs du coup qui remontent en ce moment à cause de la guerre en Ukraine? Disons qu'en voyant les réfugiés d'Ukraine, moi je me suis revue sur les routes quand j'avais 4-5 ans, tu vois. Ça m'a remémoré un tas de choses qui sont maintenant très, comment te dire, très présentes, très nettes dans ma tête, alors que je n'y avais pas pensé depuis X années, quoi. Mais de revoir tous ces pauvres gens partir avec ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas, ça m'a vraiment refait vivre des années très compliquées que j'avais un petit peu enfouies. J'y pensais jamais, quoi. J'y repense depuis, mais j'y pensais jamais avant. Quand j'étais petite, à Pierre-Blanche, Léon et Juliette, scène 1. Vous avez fait comprendre que vous aimiez bien les études, Oui. apprendre. Vous avez fait quoi au final comme métier? Je suis allée à l'université et puis après je suis rentrée au CNRS pour faire de la recherche. Mais à Grenoble, vous avez eu un travail ou non? Oui, je suis arrivée à Grenoble en 68. Donc, c'est l'année où ma dernière, mon bébé, est rentré à l'école. Donc, je me suis mise à travailler. J'ai travaillé aux Nouvelles Galeries pendant 28 ans. C'était quel type de recherche? Alors, j'ai fait de la recherche en psychologie ergonomique, c'est-à-dire les rapports homme-machine. Non pas remplacer l'homme par la machine, mais améliorer les rapports avec les machines. C'est super intéressant. Donc, créer des logiciels d'aide à la prise de décision dans la vie de tous les jours chez les médecins, les contrôleurs aériens. Enfin, donc, c'était passionnant, quoi. Par exemple, quand on travaillait avec les médecins ou avec les contrôleurs aériens, on les aidait dans la prise de décision. Par exemple, je donne un exemple. Les contrôleurs aériens, donc on les aidait, on les interrogeait, on les filmait et on regardait comment ils faisaient pour se dire attention, il va falloir les changer de route, tu vois. Donc c'était ça
ce qui était très intéressant. Tu veux faire quoi quand tu seras grande? Moi, je veux être architecte. Comme métier, j'envisage informaticien. Oui, donc tu as du pain sur la planche, là. Hein? Ouais. C'est-à-dire, tu vas t'occuper des maisons? Oui, je veux créer des nouvelles maisons. Bien. Mais tu crois qu'on va trouver encore la place pour en faire des maisons? On n'a plus de terrain bientôt. Mais justement, je sais pas, des maisons sous terre ou des maisons qui volent. Bravo, les souterrains, bravo, j'adore moi. À la mine, on avait sous terre. J'adore moi. Tu me feras plaisir, tu m'emmèneras quelque part sous terre. J'adore moi sous terre. C'est bien, ben, je te souhaite tout le meilleur. Hein. Réussis bien, travaille bien, réussis bien. Merci. Ce sera super. Ça tombe partout. Ça tombe sur la lâche? Ouais. Oh, mais je voulais les honorer. Alors il m'a appelé là. Après c'est personnel, mais vous avez divorcé à quel âge? Ben oui, ben si, ben j'avais 40 ans. Même Et pas, à l'époque, ouais. ça n'a pas été trop dur pour vous, en tant que femme C'était pas très facile et très très souvent la femme était considérée comme la personne qui a... Oui, on mettait plus les torts sur la femme que sur le mari, quoi. À l'époque, se séparer, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. C'était difficile et c'était mal vu. J'ai eu des réflexions très blessantes. Et c'est là que j'avais fait, comme j'avais pas de ciment, mon mari était notaire, avait une bonne situation, donc voilà, moi je me suis retrouvée sans rien. Et c'est là que j'ai fait mes études pour être infirmière. Depuis toute gamine, je voulais être infirmière. Et là, ben, j'ai réalisé, ça a été le bon côté de la chose, j'ai réalisé mon vœu le plus cher. Je garde un souvenir magnifique de mes années d'activité. Puis c'était vraiment ce que je voulais faire. Tout à l'heure aussi, vous aviez parlé de vos copines, c'est ça? Qui Oui. Se faisaient jeter de la maison Oui, lorsqu'elles tombaient enceintes. absolument. Alors ça, c'est vraiment très important. C'est la grande différence, si tu veux, entre cette époque-là, où on ne pouvait pas flirter, ou si jamais on se trouvait avec des accidents de grossesse. À ce moment-là, vraiment les jeunes femmes, mes copines, elles ont été jetées de chez elles. Mais pourquoi est-ce que c'était que les filles pour qui c'était mal vu? Bah, c'était comme ça, parce que le garçon était responsable, et puis la fille, c'était pas une malpropre, mais c'était quelqu'un qui n'était pas bien, c'était coureuse. On disait, elle est coureuse, cette fille-là, c'est pas possible. Ça ne se faisait pas. Mais il n'y avait pas de moyen de contraception? Mais non, il n'y avait pas de moyen de contraception. J'ai eu un premier moyen, je n'ai pas honte de le dire, j'ai eu donc une fille, et 11 mois après, j'ai eu des jumeaux. Donc c'était en 66, et je n'ai eu une contraception qu'en 1966. Est-ce que du coup, vous considérez comme féministe parce que d'un certain point de vue, vous avez un peu été touchée? Oui, il y a le côté féministe, mais ce qui vous a avantagé, c'est qu'actuellement, vous avez des moyens de contraception. Du coup, vous pensez qu'actuellement, il y a plus de tolérance et plus d'ouverture d'esprit? Ah oui, absolument. Ah bah oui, il y a plus de tolérance. Alors, d'autant plus, je voudrais terminer là-dessus, c'est que dans le temps, il y avait la notion de la religion aussi. Alors, il n'y avait pas de tolérance, on était tenu par la tolérance, par la religion. Or, maintenant, ça n'existe plus. Parce que dans le temps, je te dis, on avait peur de la religion en se disant « Oh, si on fait ça, ça ne sera pas bien, hein, etc. » Tandis que maintenant, il y a quand même une plus grande liberté. Mais attention, faire un petit peu attention à ce qu'on ne peut pas peut-être tout faire non plus. Hein. Il y a peut-être une limite.
Est-ce que vous êtes heureux du coup d'aujourd'hui d'être à Pierre-Blanche? Ah ben voilà, je suis très heureuse d'être à Pierre-Blanche. Oui, oui, très très heureuse d'être à Pierre-Blanche, où on est quand même, c'est quand même vraiment familial. C'est familial, le personnel est remarquable, sans vouloir envoyer des fleurs, mais vraiment est remarquable. Bravo pour le personnel. En ce moment, vous faites quoi la journée ici? La journée? Eh bien, je tricote. Je fais des jeux. Je descends jouer en bas. Ici, ce que je fais, d'abord je me promène, puis moi j'habite juste en face, je vois tous les enfants, là, je leur fais des coucous. Et vous faisiez quoi comme jeu là, en bas? La couèche. Avec... Ou du rumicube, ça dépend. Les jeux, les cartes, enfin tout ça, quoi, le chant. On vient ensemble faire des jeux, des Scrabble, qu'est-ce qu'on fait encore? Le Rubik's. Oui, voilà, on fait des jeux, quoi, de notre âge, on va dire, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et puis le piano, beaucoup, le piano, voilà. S'il faut monter à une échelle, il n'y a pas de problème, moi je monte à l'échelle. J'essaie de vivre le mieux possible, entourée le plus possible par tout mon entourage, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai 5 arrière-petits-enfants, donc je suis heureuse avec tout mon entourage, quoi. Et une petite question pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nous tous, là, jeunes qui sont en train de vous interroger? Mais écoutez, gardez toujours votre joie de vivre, le fait de vouloir apprendre et connaître ce qui s'est passé avant et ce qui risque de se passer après. Je pense que c'est important pour vous d'arriver à savoir comment vous allez diriger votre vie. Si possible, le mieux possible, bien sûr, mais selon vos goûts. Et ça, c'est important, je pense. Marcel et Juliette, scène 1. Du coup, on m'a dit que vous connaissiez une poésie par cœur. Oui. Cette poésie s'intitule Rêve de Noël. Ainsi qu'ils le font chaque année, en papillote, les pieds nus, devant la grande cheminée, les bébés roses sont venus. À minuit, chez les enfants sages, le joli Jésus qu'à genoux on adore sur les images, va, les mains pleines de joujoux, du haut de son ciel bleu descendre. Et de crainte d'être oubliés, les bébés roses dans la cendre ont mis tous leurs petits souliers. Alors, en d'adorables poses, s'étirant sur leurs oreillers, les bébés blonds, les bébés roses, en riant, se sont éveillés. Est-ce que vous connaissez le corbeau et le renard, les enfants? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître à renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer son bel bec, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Apprenez, mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. On avait une résidente me fait penser que j'avais une petite chanson que l'on disait en même temps que Gloire à notre France éternelle. Alors c'était Allô, broche vaillant, dans vos vertes montagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'odeur de vos montagnes. Je suis la liberté,
Et comme on était quelquefois des petits voyous, au lieu de dire « car j'aime à respirer l'odeur de vos montagnes », on disait « l'odeur de vos chaussettes ». Ils n'ont rien inventé, hein. Et vous avez une poésie à nous réciter aussi? Et quand je suis arrivée en France, je ne sais pas pourquoi, une poésie qui m'est venue en tête, que j'ai commencé à écrire. Et que, alors, je vais vous la dire, c'est « Si je rêve souvent la nuit, c'est toujours de mon pays. Si mes rêves sont amers, c'est qu'il regrette la mer. Si mon cœur souvent soupire, c'est qu'il n'a qu'un seul désir, revoir le soleil de là-bas, revoir un jour Casablanca, revoir le quartier où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai rêvé, revoir le petit bal où j'allais danser dans les bras de celui que j'aimais, revoir un jour tout cela, te revoir enfin Casablanca, car si les années ont passé, si la vie nous a séparés, jamais je ne t'oublierai au cher pays où je suis née. Tout le monde pleure là. Ça va Isa? Merci. Merci, je vous fais un câlin. Merci beaucoup, c'était très émouvant. Je savais que j'allais me mettre à pleurer. Ouais. C'est pour ça que vous avez hésité avant. Hein. Bah, merci Noël, bravo. Eh bien, merci beaucoup. Merci Dorothée. Merci Dorothée. C'est gentil aussi. Merci. Ça va? Merci Juliette. Merci. Merci. Et que tout aille bien pour toi. Je te remercie, ma grande. Je te remercie. Merci. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le corbeau et le renard, les enfants? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc j'ai noté toutes les questions. Et ouais, jusqu'à moment. Celui-là, il va pas là, il va là, à côté. Les couleurs ensemble. Allez, 1, 2, 3. Merci à tous. Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson. Un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons. Pour aller au bout de la terre. Merci.